bien s'entendre et tout bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On se retrouve ce mercredi, comme tous les mercredis, pour votre rendez-vous, le Café Presse Politique, afin d'aborder l'actualité de la semaine. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Nabila Smaïl, avocate et militante FFS. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, Maître. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Avec nous également, un consultant, Monsieur Jafar Lardari. Merci infiniment d'être là. Bonsoir. Et le journaliste Mustapha Benjama, journaliste au Provincial. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Juste avant, nous allons écouter l'édito de notre amie Sophia Harris. On se retrouve juste après. La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU voit en l'Algérie un mauvais élève. Plusieurs États demandent à l'Algérie de revoir sa législation de sorte à la rendre compatible aux normes internationales relatives aux droits humains. Il est question aussi de l'arrêt de l'harcèlement des journalistes et de liberté d'opinion. Réaction du ministre de la Justice Abdelrachid Tabi est sans équivoque. En Algérie, le crime d'opinion et de presse n'existe pas, ni même les peines privatives de liberté pour les journalistes dans le cadre de l'exercice de leur métier, fustigeant les cas rares délibérément surexploités sur les réseaux sociaux, rapporte l'agence presse algérienne. Cette semaine, Alger a vécu les Olympiades des procès en commençant par celui du regretté Jamel Ben Smaïn, un procès sous haute surveillance, aussi celui du fameux procès du MAC ou le procès des 47, un procès jugé par certains journalistes de ubuesque dont les chefs d'accusation semblent lunaires, à l'exemple d'un père dont le fils, un jeune homme handicapé, partageait des contenus à tout va sur Facebook et qui se retrouve accusé de terrorisme car le dit fils a utilisé le téléphone de son père. Plusieurs militants et activistes ont été entendus cette semaine à travers le territoire. Assistons-nous à un changement de politique d'El-Mouradia? À quoi devons-nous cette accélération des traitements de dossiers? Rappelons que les émissaires des droits humains de l'ONU sont attendus à la fin du mois de novembre sur invitation de Abdelrachid Tabi, ministre de la Justice. Inédit, l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe a décidé de fermer immédiatement et définitivement la chaîne El Ajoué TV après avoir enregistré des violations de l'éthique professionnelle liées principalement au non-respect des spécificités de la société algérienne et aux atteintes aux mœurs publiques, précise arabe. Une décision radicale qui semble dire « Cachez-nous cette chaîne qu'on oserait voir ». La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Plusieurs procès ont eu lieu donc cette semaine. Les procès s'enchaînent. Les procès, et notamment celui du fameux MAC, qui a duré 48 heures. 48 heures, est-ce que il y a instrumentalisation de la Kabylie par la politique de l'Algérie actuelle et chronique de discours haineux, notamment celui d'une ex-députée qui a stigmatisé toute une région, les traitant de zouaves. Son procès a eu lieu aujourd'hui. Elle a été condamnée à 6 mois de prison pour incitation à la haine. Mais revenons tout d'abord au MAC, un petit mot, fondé donc en juin 2001, suite aux événements qu'a connus la région de Kabylie. Dans un premier temps, c'était un mouvement qui réclamait l'autonomie de la région et l'autonomie de sa gestion, mais qui va se radicaliser par la suite dans ses revendications à partir de 2013, une décennie plus tard donc, par ses membres fondateurs en exil, et devient un mouvement indépendantiste, à l'occasion de laquelle il y a eu beaucoup de défections à partir de ce mouvement. Petit rappel historique, avant même l'existence du MAC, rien à cause d'une blessure. La blessure du MAC, ça a été
ça a été les événements de Kabylie de 2001, où il y a eu 128 morts et où il y a eu impunité. Donc, personne n'a été condamné à l'époque. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités, est-ce que le pouvoir a instrumentalisé par le passé, est-ce qu'il le fait encore aujourd'hui, la Kabylie, en créant des diversions qui ont poussé certains à penser à la scission? Madame et Maître Nabila Smaïl, c'est à vous. D'abord, il faudra se poser la question de savoir pourquoi 2001 et 2022. Pourquoi avoir laissé un mouvement qui est qualifié aujourd'hui de mouvement terroriste, l'avoir laissé pendant plus de 21 ans et venir aujourd'hui modifier le code pénal pour pouvoir le poursuivre, alors que si c'était un mouvement terroriste, on ne l'aurait pas laissé grandir et faire tout ce chemin depuis 2001. Ça, c'est de 1. Moi, je pense que cette instrumentalisation de ce mouvement vise surtout à éradiquer, à arrêter le Hirak en Kabylie, parce que c'était la seule région qui avait continué les marches, même après l'arrêt des marches à Alger dans toutes les grandes wilayas. Donc, il fallait penser à un plan, il fallait penser à comment arrêter. Le Covid ne suffisait pas, parce que la Covid n'était pas autant utilisé en 2020, 2021. Donc, il fallait penser à cette stratégie qui est de modifier la loi et de s'attaquer et de criminaliser et de classer le mouvement MAC et Rachad comme étant des tendances et des mouvements terroristes. Donc, c'était l'instrument pour faire peur à tout le monde, pour stigmatiser surtout une région qui n'a jamais demandé à une autonomie ou à diviser le pays. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment pas normal de connaître et de savoir qu'il y a un tel mouvement qui a commencé par une autonomie, ensuite qui s'est développé, qui s'est radicalisé et qu'on en fait un monstre en 2020-2022, surtout après 2021, pour dire tout simplement, maintenant nous on va les combattre. Alors les procès des militants du MAC n'était finalement pas le procès des militants du MAC, mais c'était c'était le procès de ceux qui ont quitté le MAC en 2004, 2006, 2004, 2005, 2006 jusqu'à 2011. C'est des militants qui ont quitté parce que ce n'était plus pas des indépendantistes. Donc ils ont quitté et on leur ramène une loi qui a été abrogée en 2021 pour leur appliquer ça sur des faits et sur une appartenance qui a cessé en 2006, 2007 jusqu'à 2011 en violant purement et simplement le principe de la non-rétroactivité des lois. Donc, arriver devant un tribunal criminel, c'est lourd pour un juge de pouvoir passer outre cette règle qui est universelle, c'est la rétroactivité des lois. Donc, ce procès, comme l'avait si bien dit Mouloudj et tous ceux qui ont été jugés, même le procès de Abdenour Abdeslam, auquel malheureusement je n'avais pas assisté, il avait dit, finalement, tous les avocats avaient dit ce procès n'est pas le procès de militants du MAC, mais c'est le procès du système. Parce que tout a été dit lors des plaidoiries, surtout le pourquoi de ces poursuites, le pourquoi de cet acharnement contre cette région et le pourquoi, quelles sont les visées politiques. Parce que c'est plus des visées politiques que des faits ou des poursuites qui sont collés à des réactions ou des faits réprimés par la loi. C'est une pensée, c'est une orientation politique, c'est des idées d'un groupe qui sont restées dans le cadre d'idées qui n'ont pas réussi à séparer la Kabylie de l'Algérie, parce que la Kabylie ne veut pas se séparer de l'Algérie. Ne veut pas se séparer de l'Algérie. La Kabylie, Jafar El-Khdari, vous pensez que, parce qu'ils ont voulu mater le Hirak, il était question de stigmatiser des personnes qui ont par le passé, oui, peut-être appartenu au MAC au moment où ils réclamaient l'autonomie de gestion et qui se sont par la suite retirés parce qu'ils ne sont tout simplement pas indépendantistes, et c'était des militants comme tous les Algériens, comme les Algériens par millions, qui ont milité au moment de 2019 avec le Hirak. Oui, enfin bon, il est vrai que la Kabylie a été l'une des régions les plus mobilisées
pendant toute la période du Hirak, et même tardivement, quand partout ailleurs on voyait une régression des manifestations, c'était à Kharrata, c'était à Boujaya, c'était à Tizi Ouzou, qu'on voyait encore une mobilisation significative. Et il est clair que pour un régime dont la ligne politique centrale était d'en finir avec le Hirak, il est évident que cette question devait être traitée d'une manière ou d'une autre. Donc il est probable que les procès que vous évoquez, dans les circonstances qu'a très bien rappelé Madame, s'inscrivent dans cette politique. Et il faut souligner effectivement que, par ailleurs, il y a, disons, une évolution du MAC qui est vers disons, la revendication indépendantiste, qui n'a pas été seulement instrumentalisée par le régime pour dire, voyez, il y a une menace à l'unité nationale, sachant que, il ne faut pas l'oublier, pour le mouvement, le Hirak, a rappelé son attachement justement à l'unité nationale. Ça, c'est le consensus fondamental, l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'unité nationale et la construction d'un état de droit et de la démocratie dessus. Et là-dedans, effectivement, comme on vient de le dire, la Kabylie a voté, je dirais d'une certaine manière, avec ses pieds, en disant c'est ce que nous voulons. Bon, donc je pense que surreprésenter le MAC dans sa version actuelle me paraît un petit peu une déformation de la réalité. Et j'ajoute que cette instrumentalisation à laquelle vous faites référence, elle n'est pas seulement en interne, elle est aussi en externe. C'est qu'il y a un certain nombre de pays qui ont agité cette chose pour dire, voilà... bon. Donc, effectivement, c'est à mon avis, mais je dois dire que je connais assez mal l'histoire de ce mouvement, vous l'avez rappelé dans les grandes lignes, mais j'en connais assez mal le détail. Mais je pense que le fond historique, vous l'avez rappelé, le fond, il y a c'est une blessure, une blessure mal cicatrisée. D'une part, il y a le vieux et grand débat sur la question d'identité nationale, quel est son contenu, comment est-elle définie, etc. Et c'est un débat qui est même antérieur à la Révolution, comme vous le savez. Il date des années 40 et il continue. Et il continuera tant qu'effectivement on n'aura pas pris en compte toutes ces revendications légitimes pour construire une Algérie qui ne soit pas artificielle, mais qui s'inscrivent dans les racines historiques et anthropologiques de l'Algérie. Toutes les racines historiques et anthropologiques de l'Algérie. Ça, c'est une chose. Et puis là-dessus, il y a eu un refus, parce qu'il y avait une mainmise d'un courant idéologique, néo-marxiste, pour ne pas le nommer, qui refusait catégoriquement toute expression autonome de ce type. Et il y a eu ce drame catastrophique, enfin, de 2001, et donc, comme vous l'avez dit, qui est resté, c'est extrêmement grave, c'est un crime d'État, tant l'impunité. Lorsqu'on met, enfin, il y a eu une commission d'enquête, là aussi je ne connais pas le détail de la chose, mais enfin, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de sanctions. Et il s'agissait pourtant de personnes sans armes qui ont connu ceci. Bon, quand on passe sur un événement d'une telle gravité, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait, comment dire, un retour qui est difficile à gérer, parce que précisément, dans l'histoire d'Algérie, d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe. On pense avoir réglé le problème par la répression, et puis ça revient à un moment donné, au moment où on s'y attend le moins, sous une forme qui n'est pas souhaitable. Qui n'est pas... Mustapha Benjamin, je voudrais vous poser une question. J'ai eu à lire la plateforme d'El-Ksar, qui revendiquait de plusieurs wilayas. Hein. C'était pas propre uniquement à Tizi Ouzou ou à Béjaïa, c'était plusieurs wilayas qui demandaient, au nom de tout un peuple, que les choses s'améliorent, que la répression s'arrête, mais ça ne s'est pas fait à l'époque. Après la marche de juin 2001, il y a eu encore de la répression et ça a accouché du MAC, tout simplement. C'est la répression. Ouais. Donc, justement, le MAC est né peut-être d'une blessure profonde chez les Algériens et surtout chez les habitants de la région de Kabylie. Donc, sa naissance n'est pas étonnante, c'est tout à fait normal, mais on remarque tout de même que le MAC a évolué
il s'est radicalisé, beaucoup radicalisé, poussant, comme vous l'avez dit d'ailleurs, de nombreux de ces militants à en sortir et à quitter ses rangs. Donc actuellement, genre le MAC vient d'être, le MAC a été décrété organisation terroriste En avril 2021. voilà, très tardivement, comme l'a dit Maître Nabil Esmaël. Et ça, c'est clair que c'est une instrumentalisation juste faite pour pouvoir réprimer encore plus le Hirak et pour faire peur à certains hirakistes qui peut-être dans un certain temps étaient d'anciens militants du MAC ou qui avaient des amis ou des personnes dans leur connaissance qui faisaient partie du MAC. Et du coup, on pouvait facilement leur coller cette étiquette et c'était aussi un discours destiné à l'opinion publique nationale qui est toujours, comme tout le monde le sait, qui se tient, tout Algérien qui se respecte tient à l'unité nationale. Mais il y a eu quand même un projet Zéro Kabyle, oui, ça, oui, il a mais existé là, pendant voilà. de la provocation. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le MAC, tout comme les Bédissino Rambari, ne sont pas différents. C'est les deux faces de la même pièce. C'est les deux extrémistes qui sont dans la haine raciale et qui tentent de diviser les Algériens. Le système avait une politique claire. Il connaît les sensibilités des Algériens. Et il a joué sur cette sensibilité identitaire. Donc, est-ce que c'est pas une culture, pardon Mustapha, est-ce que ce n'est pas une culture justement chez certains responsables de diviser pour mieux régner, un héritage un peu colonial? Non, c'est exactement ça. Le système a joué sur ces sensibilités, divisées pour mieux régner. Et on voit les conséquences, c'est-à-dire qu'il a réussi son coup, parce qu'il a réussi déjà à partir de 2019. Gaye Salah avait réussi à diviser les Algériens et à affaiblir grandement le Hirak. Il n'aurait pas pu tenir si le Hirak n'avait pas eu autant de divisions et n'avait pas été autant affaibli, il n'aurait pas pu tenir les élections du 12-12. Donc on voit que leur politique, ils nous connaissent. Le système connaît bien les Algériens. Donc, il sait comment se comporter avec eux et pour obtenir ce qu'il veut d'eux. Et il a réussi son coup à travers le MAC Rachad. Donc, il a joué sur des sensibilités idéologiques qui divisent les Algériens. Il a frappé là où ça fait mal. Et il a réussi son coup. Et il a réussi son coup. Est-ce qu'il a vraiment réussi son coup? On ne sait pas. Du moins, il l'a réussi pour le moment. Pour le moment. Peut-être que ça va s'améliorer. Le pouvoir de l'époque, donc responsable de cette radicalisation, on est d'accord, a-t-il appris la leçon? C'est-à-dire que concernant les marches, par exemple, du Hirak, il n'y a pas eu de répression. Il faut le reconnaître. Oui. Il y a eu, les manifestants étaient effectivement, c'était le mot d'ordre silmien. Les manifestants étaient pacifiques, mais les forces de l'ordre également. Oui. Ça a été très très bien géré. Oui. On peut reconnaître ça. Peut-être a-t-il appris de la leçon justement du passé, de celle de 2001, entre autres. Mais qu'en est-il, Maître Smaïl, de la justice? Parce qu'aujourd'hui, la répression, on ne l'a pas subie dans la rue, mais par contre, c'est la justice qui s'en charge. Vous savez, c'est la justice, et c'est la première fois dans l'histoire peut-être de l'Algérie. Bien avant, il y avait quand même une instrumentalisation de la justice depuis le procès de Chabanais. Donc, ça a toujours été le cas, mais c'est la première fois que c'est aussi apparent, aussi flagrant et aussi outrageant. Il n'y a pas que la justice qui a été instrumentalisée par le pouvoir exécutif, il y a aussi les services de l'ordre. Donc c'est ça qui fait peur. Il y a une dérive qui ne dit pas son nom. Parce que quand vous me dites que les marches ont duré quand même 2 ans et demi d'une façon très pacifique, les premières poursuites ont été faites à partir de juin 2019 à l'occasion de l'interdiction du port du drapeau amazigh. Et c'est là que la dérive avait commencé. Malgré ça, il n'y a pas eu de réaction du peuple pour dire non, le drapeau amazigh, c'est pas un instrument de guerre, c'est un drapeau identitaire qui n'est pas en concurrence avec l'emblème national. Il n'y a pas eu de violence parce que quand on avait commencé à réprimer les porteurs du drapeau, le pouvoir aurait peut-être souhaité qu'il y ait une réaction violente pour se donner raison de réprimer.
le peuple a continué, malgré les arrestations, a continué à faire ses marches d'une façon très pacifique, à appeler à l'unité nationale et à appeler au calme et à garder ce caractère pacifique des marches. Ça lui avait pas suffi. Donc le pouvoir a dit, bon, j'ai touché la fibre sensible des Kabyles en m'attaquant, alors que c'est pas un drapeau kabyle, c'est un drapeau du Nord-Africain. Ce n'est pas un drapeau d'une région. Ça, il faut absolument toujours le rappeler. Donc, il a dit, comment j'ai interdit ça, il n'y a pas eu de réaction. Tizi Ouzou, qui est toujours en ébullition, n'a pas bougé, elle n'a pas cassé, elle n'est pas sortie. Donc, elle m'a encore fait passer la chance de réprimer et de passer à mon sport favori, qui est la violence. Le peuple a compris. Le peuple a compris que chaque fois qu'il sombre dans la violence, il donne longue vie au système, il permet au système de se maintenir par la force, en utilisant la force, et il se maintient par la force. Donc, ce Covid est arrivé, donc il fallait profiter de... Et c'était ça qui était je dirais pas choquant, je dirais peut-être lâche, peut-être désolant, peut-être... parce que quand on profite d'une détresse humanitaire mondiale, qui est la Covid, qui a fait beaucoup de morts en Algérie, avec les moyens que nous connaissons tous, on profite de cette période de pandémie et de confinement pour modifier le code pénal d'une façon très dangereuse. Parce que tous les textes dangereux ont été introduits pendant la période de trêve des marches, quand il y a eu l'appel à l'arrêt des marches. Donc, il ne faut pas oublier que le 87 bis a été modifié par ordonnance, parce qu'il n'y avait plus d'assemblée. L'assemblée a été dissoute en mars. Et il modifie le 87 bis par ordonnance, et il n'attend que l'année d'après l'installation d'une assemblée pour qu'elle adopte ce texte sans aucune discussion. Et ça, c'est contraire à toutes les constitutions du pays qui disent que tous les textes relatifs aux libertés doivent connaître un large débat, et dans la société, et par les partis politiques, et par les organisations des droits de l'homme, et par le Parlement. Or, ça n'a pas connu de débat. C'est passé comme une lettre à la poste. Et là, maintenant, on se rend compte que c'est très grave d'utiliser d'avoir modifié le code pénal en introduisant ce texte, 87 bis, qui est purement et simplement un texte qui punit et réprime l'action politique. L'action politique, il n'y a pas d'action matérielle. C'est l'action politique, c'est la pensée politique, c'est le fait de lutter pour un changement pacifique du régime qui est devenu un fait terroriste. Et ça, la Commission des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme en disant attention, les termes utilisés sont très élastiques, ils sont très très maniables. Or, le code pénal est connu pour être un code rigide, qu'il faut pas étirer. C'est un code qu'il faut appliquer mot par mot. On n'a pas le droit d'interpréter le code pénal. On a le droit, on a une seule mission, c'est de l'appliquer sur des faits. Mais l'article 87 contient des alinéas qui vous paralyse, qui fait de vous un terroriste à la moindre idée d'aller vers un monde meilleur et vers une pratique politique meilleure et un mode de gouvernance meilleur. Parce qu'on n'est pas en train de parler de personne, on parle de mode de gouvernance. C'est aller vers un meilleur mode qui considère plus le peuple, qui est plus consultatif et qui respecte la volonté du peuple. Or, ce qu'on connaît, depuis 62, la volonté du peuple n'a jamais été respectée, le peuple n'a jamais été consulté et il n'a jamais exprimé ses choix. Jafar El-Khdari, se tient aussi en ce moment le procès de Jamal Ben Smaïl. De Jamal Ben Smaïl, Rabbi Yarhamou, et de ceux qui l'ont lynché, des voyous, hein, des voyous. Est-ce que cette triste histoire dramatique qui a peut-être été aussi instrumentalisée afin de faire oublier les défaillances de l'État à cette époque-là par rapport aux incendies qui ont entraîné des centaines de morts en Kabylie, ou l'avant-veille du lynchage de Jamal Ben Smaïl, un ministre était arrivé dans la région déclarant que les incendies étaient d'origine criminelle. Une déclaration déjà criminelle. Donc, le lendemain ou le surlendemain, ce citoyen qui était venu aider
a été lynché. Est-ce qu'on n'a pas failli nous emmener au bord du gouffre si ce n'était la sagesse du père de Jamal Ben Smaïl? Enfin, oui, effectivement, la manière dont cette affaire a été traitée était un petit peu, dans le contexte que vous venez de rappeler, un peu légère. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y avait quand même quelque chose d'extrêmement, enfin, que c'était un drame extrêmement choquant. Je dirais, je suis pas certain, contrairement à ce qui vient d'être dit, pour, disons, le caractère résolu C'était du Hirak. c'était du pain béni pour le Oui, non, pouvoir, bon, alors d'abord, il faut savoir que... cette tragédie. Oui, oui. Alors d'une part, effectivement, à l'époque, rappelez-vous le contexte, il y avait des incendies qui surgissaient d'un peu partout. On sait statistiquement, hein, dans le monde entier, hein, quand vous avez des incendies comme ça, 9 fois sur 10, il y a effectivement comment dire, des agissements criminels. Alors, ça n'explique pas tout. Le véritable fond du problème, là, effectivement, il y a eu un désistement par rapport aux responsabilités, c'est le fait que nous ne disposions pas, et nous ne disposions toujours pas d'ailleurs, De Canadair. de Canadair, d'outils capable de faire face à ces incendies. Il y aura toujours des incendies criminels dans le monde entier, c'est comme ça. Mais la réponse à apporter, c'est pas de focaliser sur cette question, c'est plutôt de se doter des moyens, et l'Algérie est un pays qui dispose de moyens, mais qui, curieusement, n'a pas, comment dire, assumé ses responsabilités par rapport à cette question. Voilà. Mais bon, c'est une question très très complexe, encore une fois, qui renvoie loin dans notre histoire, qui a été toujours instrumentalisée. Rappelons que même pendant la colonisation, cette question a été instrumentalisée et qu'elle a été un gros problème justement pour pouvoir réunir un mouvement national unitaire, qui était la condition sine qua non pour arriver à l'émancipation, à l'indépendance du pays. Et il y a toujours eu, effectivement, d'abord de la colonisation, bien entendu, et d'autres, de tentatives de dire « Ah mais non, vous êtes... » Ils ont utilisé effectivement ce qu'on appelait la crise berbère de 49-47. Donc c'est une question récurrente, et d'ailleurs, pas seulement en Algérie, au Maroc aussi, c'est ce qu'on appelle le Daïr berbère, qui visait de la même manière à casser le mouvement indépendantiste marocain. Donc c'est une question qui d'ailleurs dans tous les pays du Maghreb est traitée avec beaucoup de prudence. Moi je constate qu'il y a une évolution quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux années 60, plus personne ne remet en cause la légitimité de la revendication amazigh, c'est-à-dire l'identité. Ça a mis du temps quand même. Ça a mis du temps. Et ça va. Beaucoup de temps. Beaucoup trop peut-être. Oui. Peut-être, mais ça a avancé. Et je suis persuadé que ça finira par s'imposer comme un fait d'évidence. J'ai toujours une question pour vous. Pouvait-on penser un jour que la nation algérienne puisse être contestée aussitôt après l'indépendance? C'est quand même un mouvement sécessionniste qui est né sous l'ère Bouteflika. C'est un mouvement sécessionniste. Vous parlez du MAC. Toujours, oui. Bon, alors justement, il y a un point essentiel que vient de rappeler aussi Madame Nabila, c'est que c'est la qualification de ces mouvements-là. Alors, moi, je dirais que le MAC, enfin, Rachel, je connais moins, mais même le MAC, d'ailleurs, je ne connais pas tout à fait son histoire, mais ce ne sont pas des mouvements terroristes, autant qu'on sache. Parce qu'un mouvement terroriste, c'est un mouvement qui agit par la terreur. Le MAC n'a jamais été violent. En revanche, c'est clairement un mouvement séparatiste. C'est un mouvement séparatiste, mais ce n'est pas un mouvement terroriste. Alors maintenant, comment on traite la question du séparatisme? Effectivement, dans un contexte qui est difficile, etc. Bon, je ne suis pas certain que la répression, ce soit la bonne réponse. Mais il est né de répression, le mouvement séparatiste. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'était évitable si, en 2001, les responsables n'avaient pas bénéficié d'impunité et qu'il y ait eu comme ça des débats pour pouvoir... Parce que 128 citoyens algériens sont morts. C'est clair, c'est clair. Et après, on n'a rien vu. Les autorités qui gèrent la question, évidemment, ne peuvent pas revenir en arrière. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, alors, la réponse qu'ils ont donnée, ça a été de les qualifier de terroristes, ce qui, à mon avis, est une erreur. Effectivement, c'est un mouvement séparatiste et qui en plus, à mon avis, ne présente pas
en l'état un très grand danger parce que, comme on l'a répété, monsieur, l'écrasante majorité des Algériens que nous sommes sont très fortement attachés à l'unité du pays, à la souveraineté, etc. Donc je ne pense pas que c'est un mouvement qui menaçait quoi que ce soit. Il y a, alors, regardons ce qui se passe dans le pourtour méditerranéen. Il y a dans un certain nombre de pays, l'Espagne, même en France, etc., il y a des mouvements irrédentistes qui même peuvent aller jusqu'au séparatisme, comme ça a été le cas de la Catalogne. Mais la réponse qu'apportent les pays démocratiques dans un contexte qui n'est plus celui où on pouvait tous se permettre par rapport à des mouvements autonomistes, c'est de créer les conditions dans lesquelles peut s'exprimer le caractère singulier de telle et telle culture. Et ça donne par exemple une décentralisation, tout simplement. Ça donne... et c'est ce qui était réclamé au début par le MAC. C'est ce qui était réclamé, c'est ce qu'il faut faire. Bon, l'État a quand même a reconnu l'amazigh comme une langue nationale. Bon, vous savez qu'après, l'application concrète, mais là aussi, c'est pas simple. On a constaté que, par exemple, la demande d'apprentissage de la langue dans les cursus scolaires n'était pas très forte. Et je ne pense pas que ce soit dû à une politique directe du régime qui en a empêché après, l'usage. en fait, le nouvel an berbère, je pense qu'il y a eu des acquis. Voilà. La folklorisation plutôt. Plutôt de la folklorisation. Plutôt, oui. Ça vient encore une fois, doucement, c'est une question très complexe. Et il faut oui, à partir du moment où on dit que c'est une langue c'est une langue nationale et officielle et qu'on ne voit nulle part. Nulle part. On voit l'anglais sur le nouveau billet de 2000 dinars, mais on ne voit pas la langue nationale officielle qui est amazigh. Donc arrêtons avec cette hypocrisie, cette histoire de vouloir donner les choses au compte-gouttes ou de considérer que c'est un don, le pouvoir a fait un geste en reconnaissant. Mais non, vous savez, c'est des questions qui ont été créées pour diviser d'abord. Et c'est des questions qui ont été créées pour servir d'alibi au pouvoir et pour dire que moi je veille sur l'unité, alors que le peuple, c'est lui qui veille sur l'unité nationale en réalité. Quand on stigmatise toute une région parce qu'il y a un mouvement qu'on a laissé pousser, on l'utilise maintenant pour stigmatiser une région, ça nourrit la colère. Et la colère peut la rancœur peut engendrer, parce qu'il y a d'abord un sentiment d'injustice, parce que le dossier 2001 a été bâclé, fermé et enterré sans que les gens n'aient compris pourquoi. Il n'y a pas eu de procès, pourquoi il n'y a pas eu justice. Alors, il y a ce sentiment d'injustice, ce sentiment de ces frustrations. Il y a ce sous-développement économique dont souffre la région. Moi j'ai fait 2 mandats d'élu à la PWI de Tizi Ouzou et je compare entre ce que donne la wilaya de Tizi Ouzou en fiscalité et ce qu'elle reçoit en budget de l'année, budget de la wilaya. Et je vois dans quel état sont les zones industrielles, je vois dans quel état sont les universités à Tizi Ouzou, je vois dans quel état sont les jeunes. Donc comment voulez-vous que tous ces ingrédients ne poussent pas vers alimenter quelque chose de radical qui est rejeté par 90% de la population de la wilaya de Tizi Ouzou, mais que les circonstances et le vécu de cette wilaya poussent vers ça. Vous savez, 80% des jeunes sont soit immigrés, soit ils plongent dans ça ou rejoignent ce mouvement parce qu'on leur fait miroiter à l'extérieur qu'on va leur donner le visa. Il faut appartenir à ce mouvement pour avoir un visa plus facilement, pour être inscrit plus facilement et pour avoir des acquis là-bas. Bon, écoutez, il y a une jeunesse qui est prise en otage par les deux camps, par ceux qui sont en train de se victimiser en tant qu'organisation et dire nous sommes une organisation pacifique, on n'est pas des terroristes. Donc, ils sont en train d'utiliser toute cette répression contre la Kabylie pour encore donner plus d'eau au moulin de ce mouvement. Voilà, on avait raison, voilà, ils nous répriment. Ça, c'est très dangereux. Ce que fait le pouvoir, la gestion du pouvoir de cette question est très dangereuse pour l'unité nationale. Maître Smaïl, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que la répression... Il y a eu de la répression aussi en 1988 à Alger. Est-ce que vous pensez que la répression de 1988 a accouché de l'ex-fils qui a fini dans les maquis
et que parallèlement à celle de la répression de 2001. Les demi-solutions ne donnent jamais de résultat. Le pouvoir n'a jamais fait... L'Algérie a raté toutes les chances de régler définitivement la question du pouvoir et de la légitimité. Le problème est là. C'est-à-dire que les tenants du pouvoir depuis 62 ont toujours refusé de reconnaître une maturité pour ce peuple. Donc pourquoi faudra-t-il toujours qu'il y ait des mouvements violents pour qu'il y ait une petite ouverture qui se referme juste après? Parce que cette petite ouverture, c'est comme un aveugle. Quand il est aveugle pendant 30 ans et puis vous le mettez directement sous des feux de projecteurs, là, il ne sait plus... Il n'y a pas eu de violence, par contre, le Hirak 2019, il n'y a pas eu de violence. Là, la leçon, elle a été apprise. Non, excusez-moi, il y a eu quelque chose de plus... Oui, donc il y a maturité. Il y a maturité. Et puis il y a une revendication qui était claire en 2019. C'est la revendication démocratique. Ce qui n'était pas le cas en 90. Vous aviez un mouvement puissant qui réclamait autre chose. Voilà. Et là, ça posait un problème. Exactement. Objectif. Il y a certains qui veulent le négliger, mais en réalité, il y avait effectivement un problème. Je voulais enchaîner pour arriver à 2019. C'est que 88-2001, c'était des revendications politiques que le pouvoir a réglées avec des petites... il a cédé sur des petites... des demi-mesures, des demi-ouvertures. Mais arrivé à 2019, le pouvoir ne savait pas que le peuple avait acquis une telle maturité, et puis le peuple en avait marre qu'on le considère comme étant inexistant. Parce que quand on lui impose un 5e mandat avec un cadre, c'était l'ultime insulte pour l'intelligence du peuple qui s'est révolté pour dire pas seulement non contre le 4e ou 5e mandat, mais oui pour un autre mode de fonctionnement. Et là, le pouvoir, en choisissant le mode de répression, prouve sa peur. Il a peur de ce changement. Il a peur d'aller vers cette revendication qui est une revendication tout à fait légitime du moment qu'elle est adoptée par les constitutions, par toutes les constitutions de l'Algérie. C'est الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية الشعبية. Donc démocratie الشعبية, ça veut dire que le pouvoir revient au peuple et que le peuple, de par cette démocratie, a le droit de choisir. Donc nous n'avons que le titre, mais le fonctionnement, non. Un peuple qui demande qu'il soit respecté, consulté, qu'il ait le droit de choisir ses représentants, qu'il ait le droit de rentrer dans la compétition politique. Un peuple qui demande à voter sur la base d'un programme et pas sur la base d'une personne préparée, c'est pas un peuple qu'il faut réprimer. La répression est très dangereuse maintenant pour l'existence du pays. Pour l'existence. Je ne dirais pas uniquement pour la stabilité, mais nous sommes en train d'assister à une déliquescence de l'État. Ça fait peur. Tout le monde a peur, les dirigeants ont peur au niveau des administrations, les élus ont peur, le peuple a peur, les journalistes ont peur, les avocats ont peur, le simple citoyen a peur. On ne peut pas continuer à gérer par la peur parce que ça va entraîner non seulement des remarques et des recommandations comme celles qui ont été faites par le Conseil des Nations Unies. On y vient, maître Smaïl. Justement, Mustapha Benjamin, on écoutait juste avant d'être sur le plateau ce qu'avait dit le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, qui exhorte les émissaires à trouver des résultats et qui, selon vous, a été un peu plus édulcoré que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui avait nié par le passé carrément qu'il y ait des détenus d'opinion. Voilà, donc le président Tebboune avait reconnu, avait déclaré il y a quelques semaines de cela qu'il n'y avait aucun détenu d'opinion en Algérie et que c'était le mensonge du siècle. Donc ce qu'a dit Abdelrachid Tebbi à Genève était un peu différent, même si Maître Smaïl nous a dit que voilà, bon, il y a des nuances, mais même le président Tebboune, il y avait aussi des nuances et bref, Abdelrachid Tebbi avait déclaré que les poursuites à l'encontre d'activistes, de politiques, de militants et de journalistes
existait réellement en Algérie, mais c'était pas comme le décrivaient certains médias et certaines voix. C'est une qui demi-reconnaissance? qui Une demi-reconnaissance? il essaye de, comment dire, il essaye de réduire l'importance euh, de ces poursuites. Mais il avoue tout de même qu'il y a des poursuites à l'encontre de militants, il y a des poursuites pour des délits d'opinion. Donc, son message était très clair, genre, les poursuites existent. Après, Maître Smaïl dit que cela ne veut pas dire forcément qu'il y a des détenus d'opinion, ils peuvent être poursuivis sans être détenus, sauf que peut-être, bon, j'imagine même pas que vous puissiez oublier ça, c'est que en Algérie, la détention préventive, qui est un cas spécial normalement, c'est une exception, est devenue la règle générale. Absolument. Et qu'il y a quelques exceptions qui ne font pas... Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de détenus de Non, 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 non. Il n'y a que ça. Non, vous avez dit que ce n'était pas forcément reconnaître qu'il y a des détenus d'opinion. La déclaration de Tobbi. oui. Sauf que quand on sait que presque toute personne qui est poursuivie est presque automatiquement mise en détention préventive, donc poursuite égale détention préventive en Algérie égale détenu d'opinion. Oui. Poursuivi pour ses opinions, ça veut forcément dire en Algérie ça mène directement vers un mandat de dépôt. Ça mène exactement vers C'est un mandat rare de dépôt. où on laisse en liberté provisoire. Vraiment rare. Donc voilà, Tobbi vient de contredire Tebboune face à l'opinion internationale. Et je voudrais aussi faire un petit rappel par rapport à ce que vous disiez, par rapport au sous-développement de la région Kabyle et tout, que le sous-développement touche à toutes les régions d'Algérie. Il y a presque uniquement l'Algérois et un peu l'Oranais qui font exception à ce sous-développement. Cette inégalité, justement, crée des frustrations et des colères. Mais c'est partout la même chose, que ce soit dans le sud. Le sud, on n'en parle même pas. La Kabylie, c'est peut-être le paradis par rapport au sud. Oui, mais la Kabylie, elle est connue pour étant une région très frondeuse. Oui, Voilà. fraudeuse. Voilà. Oui, frondeuse. Et c'est une région qui avait trop subi. Et de par sa proximité, sa culture militante aussi, qui est ancienne. Elle revendique. C'est une région qui revendique tout le temps. Maintenant, je ne diminue pas des autres régions, mais la Kabylie est connue de tout temps. La Kabylie, personne ne peut nier ça. Oui, tout le monde sait. Ça a toujours été le berceau des luttes démocratiques. Donc, vous savez, c'est dur d'être... de sentir cette injustice et de la constater dans toutes les wilayas du pays. Vous avez tout à fait raison de dire, quand je pars dans les wilayas de l'intérieur, il m'arrive de pleurer quand je vois des enfants traverser des kilomètres et des kilomètres à pied pour rejoindre la seule école du village qui, de chez eux à l'école, plus de 7 à 10 kilomètres à pied. Donc, ce n'est pas normal qu'il y ait une telle injustice dans la répartition des richesses et des programmes de développement. Donc, tout ça, c'est ça qui a uni, en fait, tout le peuple algérien. Et c'est pour ça qu'il y a eu un soulèvement national contre ce mode de gouvernance. Le peuple ne s'est pas soulevé parce qu'il est kabyle ou il est arabe. Les slogans du Hirak ont fait peur au pouvoir parce qu'ils ont dit « Ou le Jazairi un contrôle de richesse et une équité dans la distribution des richesses du pays. » Ce n'est pas, je ne dis pas pourquoi Oran est développé. Pourquoi? Vous pensez que Alger est développé? Par rapport à d'autres capitales, ça dépend. C'est la capitale. Comme toutes les capitales du monde, il faut qu'elle soit la vitrine du pays. Donc c'est la capitale, mais sur le plan chômage, sur le plan développement économique, sur le plan rentabilité, sur le plan... Je ne peux pas dire pourquoi cette wilaya est développée et pas celle-là. Pourquoi il n'y a pas d'équité dans la distribution des richesses, dans la planification et dans l'élaboration des budgets de wilaya. Les budgets doivent être en fonction de la population, des potentialités
et des spécificités de cette région. Pourquoi Ain Sara ou bien Djelfa ou bien le Beyt, pourquoi ils n'ont pas le budget qu'ils méritent pour lancer l'agriculture? C'est des régions agricoles. Pourquoi il n'y a pas de budget pour le tourisme dans une région comme la Kabylie, Bouira, Béjaïa? C'est tout ça. Alors il faut être sérieux dans ce que... Il faut être sérieux. Quand on est à la tête d'un pays, ou quand on prétend gouverner un pays, d'abord il faut avoir un programme. Et ce programme, il faut qu'il touche toutes les wilayas, ou tous les départements. Et quand on a un programme, il faut qu'on ait un gouvernement qui suive ce programme et qui l'applique sur le terrain. On ne peut plus continuer à gérer par humeur. Ah tiens, ça parle de ça, alors maintenant je vais faire un programme sur ça. Ça parle des voitures, ah ben alors je vais décider ça. Ça parle de crise d'huile, donc il faut modifier la loi. Ça navigue à vue, on a l'impression que ça navigue à vue parfois, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de programme préparé et conçu par les spécialistes. C'est pire que de la navigation à vue, ça c'est plutôt l'achat. C'est du rentrée de... Non, ça c'est... On reste dans le thème... C'est l'achat de la paix sociale. On reste dans le thème des droits. On reste dans le thème des droits de l'homme. Donc l'Algérie, l'image de l'Algérie a été écorchée et donne un triste spectacle qu'on parle de nous à l'international. Vous pensez, monsieur Jaffer, avec toutes ces libérations, est-ce que l'Algérie veut aller enfin se débarrasser de tous ces boulets gênants? Parce que là, on voit les procès s'enchaîner et des libérations, et tant mieux. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment aller cette fois-ci vers la libération de tous les détenus d'opinion, afin qu'on cesse de parler de nous en termes peu élogieux à l'international? Alors, l'Algérie fait partie maintenant de cette commission, et donc on peut espérer que ça incitera à parachever cette entreprise de libération. Mais je suis un peu sceptique, parce que ce qu'on voit, on voit, une espèce de politique de chaud-froid. On libère d'un côté, on emprisonne de l'autre, on clôt une affaire pour en reprendre une autre, donc il y a une espèce de harcèlement judiciaire à l'égard des militants. Et je pense que la ligne directrice, de toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est pour ça que ça crée un état de confusion, on ne sait plus très bien dans quel sens ça va, mais la réalité par rapport à l'événement central qu'a été le Hirak et sa revendication démocratique, c'est qu'il y a une volonté de clôture, et je dirais que le système qui est mis en place est un système régressif par rapport à tout ce qui s'est fait en matière de conquête des libertés pratiquement depuis 88. J'en veux pour preuve ce qui se passe dans un domaine extrêmement important qui est celui des médias. On n'a jamais vu une telle clôture, aussi bien dans les médias écrits que dans les médias audiovisuels, que celle qu'on a aujourd'hui. On a l'impression qu'on revient vraiment aux années qui ont précédé l'ouverture démocratique des années 90. Donc ça, je pense, c'est la tendance générale. Et par rapport à l'action que vous avez, si ceux qui gèrent cette solution ont l'impression qu'il n'y a pas de risque de retour à une contestation à ce moment-là, on pourra procéder à un élargissement pour se mettre en phase effectivement à ce que vous appelez l'image externe, dont on sait qu'ils sont assez attachés à cet aspect. S'il y a un risque quelconque compte tenu de la situation sociale, etc., que ces libérations soient considérées comme une faiblesse et que ça incite à revenir à une contestation sous une forme ou sous une autre, alors je pense qu'on continuera à maintenir ce qu'on peut appeler une répression de basse intensité. Mais il faut rappeler quand même, ça aussi il faut reprendre un peu de recul, par rapport à ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans pratiquement tous les pays arabes. Lorsqu'il y a eu des contestations au Soudan, en Égypte, en Irak, pourtant un régime qui a été installé, démocratique, etc., entre guillemets, avec des élections en parlement, etc. Eh bien, chaque fois qu'il y a eu des répressions, c'est des centaines de morts. Donc, avec une dépopulation qui était pacifique au départ. Hein. Donc, là encore, il faut voir, et l'extérieur, justement, considère ça, justement, considère que, finalement, par rapport à ce qui se passe dans cette région, ce qu'on appelle la région MENA, l'Algérie gère ce problème, enfin le régime gère ce problème. Avec parcimonie. Avec un minimum de répression. Et c'est effectivement ça, l'image qui est renvoyée. Nous, on voit, effectivement, pour nous, 200, c'est beaucoup trop, et c'est beaucoup trop. Mais de l'extérieur, et c'est ce qui explique d'ailleurs
certain rapprochement, ils se disent, bon, effectivement, si on compare par rapport à ce qui se passe ailleurs, bon, c'est pas... Mais j'ai le plaisir d'accueillir Qadi Ihsan qui est avec nous, à qui je vais poser la même question que celle que j'ai posée à Lazari. Mais j'étais pas venu pour ça, moi. Voilà, il me casse. Je sais même pas, je connais même pas la question. La question, je voulais juste dire que vu de la régie, je suivais la mission à partir de la régie, maître Smaïl, avec cette tenue-là, on a l'impression qu'elle est en robe d'avocat et qu'elle est en train de défendre des prévenus. Il y en a un qui est déjà un prévenu, c'est Mustafa. Donc, et qu'elle est en train de défendre. La plaidoirie était excellente. Elle est excellente. Et le juge devra rendre son jugement à la fin. Elle est excellente, bien sûr. Ou alors le médecin avec sa blouse blanche. J'aurai le mot de la fin, j'ai pas de réponse. Avec toutes ces libérations aujourd'hui, on voit quand même qu'on lâche un petit peu du lest. Qadi Ihsan, même si vous, le procès dure encore, Zaki Hannache qui se retrouve aussi dans cette même galère du 87 bis. Alors justement, moi je pense que l'un des critères d'évaluation de l'évolution de la situation, moi, je suis d'accord, en gros le scénario c'est chaud et froid, c'est celui qu'on connaît, qu'on débat régulièrement dans le café de presse politique, avec en arrière-plan toujours la question, est-ce que ce sont deux entités à l'intérieur du pouvoir qui se font la guerre, il y en a qui veulent lâcher, il y en a qui veulent serrer, ou est-ce que c'est une stratégie qui est mise en œuvre de manière rationnelle et concertée pour à la fois délivrer du chaud et délivrer du froid. Véritable test. Le sort de ce magnifique produit du Hirak qui est Zakaria Hannache, citoyen qui est devenu un lanceur d'alerte et qui a documenté toutes les arrestations, une grande partie des arrestations. C'est devenu une référence. Une référence reconnue par toutes les parties dans le Hirak, reconnue par les ONG humanitaires dans le monde. Son sort est, à mon avis, un critérium d'évaluation de ce que aujourd'hui veut faire le pouvoir, plus peut-être que autant que les verdicts, que les derniers verdicts qui sont tombés et qui donnent une indication de relative détente, on peut être d'accord là-dessus. Or, je suis bien placé pour évaluer l'évolution de ce cas, puisque je suis co-inculpé avec Zaki Hannache dans l'affaire qui lui a été montée en février dernier, interpellé le 18, le lendemain de la remise de son prix à Libay Boudouha, dans la catégorie lanceur d'alerte, 100 000 dinars. La police a débarqué chez lui, l'ont arrêté, ils ont fait une perquisition, ils ont récupéré l'enveloppe et lui ont monté un dossier où ils ont mis toute une série d'accusations, apologie de crimes, de faits terroristes, publication de graves accusations, de graves accusations. Je voulais dire que c'était des accusations de 87 bis, donc criminalisantes, donc il est passé devant la cour criminelle. Ils ont choisi de me mettre les mêmes chefs d'accusation parce que c'était notre organe qui avait remis le... oui. Qadi Ihsan, j'ai une question à vous poser. Avec tout ce qu'avait payé par le passé l'Algérie comme lourd tribut chez les journalistes, vous êtes un ancien journaliste et vous retrouvez comme ça traité de terroriste. En fait, je voulais plus parler aujourd'hui de Zaki Hannache que de moi-même parce que je pense que j'ai déjà intervenu sur ce... J'ai déjà exprimé mon ras-le-bol. Nabila m'a dit que j'étais émouvant à 5 sur 5 en évoquant ma fatigue. Mais c'est très touchant. Ma fatigue devant ce harcèlement. C'est le tribut qu'il faut payer. C'est le tribut qu'il faut payer. Il y en a pire. Il y a des cas. Il y a notre actionnaire Nabil Mellah qui est en prison depuis 17 mois. Il y a d'autres militants qui sont toujours en prison. Voilà, il y en a qui sont obligés de partir en exil, ce qui, de mon point de vue, aussi est un tribut. Je pense à mon ami Saïd Salhi, à l'avocat Maître Rahmoun, Issa Rahmoun, etc. Donc, on paye le tribut. Bon, mon choix, moi, c'est de continuer à travailler avec vous, avec ces équipes, et d'essayer de faire mon métier. Mais aujourd'hui, je vais pas me lamenter sur mon sort, même si j'ai exprimé aussi ce ras-le-bol, malheureusement, devant la juge d'instruction, et tout en lui expliquant que c'était l'expression d'une fatigue. Mais aujourd'hui, le sort, c'est quand même le co-inculpé, l'inculpé principal dans cette affaire, qui est Zaki Hannache. Or, je voulais vous donner des informations sur son cas. Pourquoi pour moi c'est un critérium, et on est sur une ligne de crête, et ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Mon instruction, et l'instruction de cette affaire, j'ai eu le sentiment hier en quittant la juge qu'elle était terminée. Je crois savoir aujourd'hui qu'effectivement elle a été terminée, qu'il va y avoir une audience un renvoi devant la chambre d'accusation. Je crois savoir qu'il n'y a pas de dramatisation et que dans le cas de Zaki Hannache, je pense
qu'il n'y aura pas de mandat d'arrêt. C'est une interprétation. Je n'ai pas le droit de parler d'une instruction. Je parle sous la responsabilité de maître. Je n'ai beaucoup dit. Et donc, je vais peut-être continuer puisque de toute façon, je me suis déjà foulé. Et donc, je pense que sur le plan judiciaire, il n'y a pas matière à toucher à Zaki Hannache qui n'a pas pu venir de Tunis parce qu'il suit. Zaki Hannache a été quand même déstabilisé parce qu'il est arrivé. Il suit une thérapie, il a un problème de santé et il a envoyé son avocat devant la juge pour lui expliquer qu'il ne pouvait pas venir à la convocation. Et j'ai eu le sentiment que c'était quelque chose d'accepté. Donc, il pouvait être tranquille et terminer sa thérapie avant de rentrer. Or, nous avons eu, à partir de Tunis, hier, des informations laissant entendre que Zaki Hannache a été inquiété. Il y a eu une réaction de plusieurs associations. 60 ONG tunisiennes ont réagi. À ne pas expulser. Et moi-même, je me pose la question d'où était venue cette initiative. Cette information, elle n'a pas été démentie. Donc, il a été inquiété. D'où est venue cette information? Ça coïncidait avec la date de la fin de son séjour légal. Son séjour légal en Tunisie s'est terminé le 14 novembre. On est venu le rechercher le 14 novembre. Et donc, ma question, c'est quel est le centre de pouvoir en Algérie qui a pu déclencher éventuellement une procédure contre ce militant humanitaire, alors que sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, il n'y a pas de raison de l'inquiéter. C'est une véritable question. Est-ce que ce sont deux centres de décision comme d'habitude? Est-ce que c'est la même démarche? Donc une duplicité, d'un côté on calme le jeu et de l'autre côté on essaie de le récupérer. En tout cas, ce serait une très grave erreur de s'attaquer à Zaki Hannache dans ce qu'il est en train de vivre en ce moment. On espère que Zaki ne sera plus inquiété. En tout cas, bonne nouvelle, Boras a annulé sa grève de la faim. Son procès est programmé pour le 30 novembre. On espère sa libération. On passe à la guerre. La guerre... Ukraine. Avec le sourire. Si. Bah oui, au bout d'un moment, ça peut faire sourire parce que ça me fait rappeler la chanson de Brel. Les adultes sont tellement qu'ils nous pondraient bien une guerre. Les missiles russes auraient touché la Pologne. Pologne est membre de l'OTAN. Un missile, on ne sait pas si les Russes. On ne sait pas. Et c'est probablement des tirs ratés. Est-ce qu'on a le droit de s'inquiéter, parce que la guerre c'est toujours quelque chose effectivement de sérieux, il n'y a pas de quoi sourire, et Radi a raison, de s'inquiéter que cette guerre s'étende ailleurs. D'abord une précision, on sait, ce n'est pas un missile russe, c'est clair. C'est un missile ukrainien. C'est confirmé. C'est sûr. C'est un missile sol-air qui a raté sa cible et qui s'est retrouvé. Les responsables de l'OTAN l'ont confirmé. Le président Biden avait déjà donné des indications. Il y a une certitude, donc ce n'est pas un missile russe. Par contre, il y a eu toute une communication un peu confuse là-dessus. Zelensky, il faut. C'est une guerre médiatique aussi. Oui, c'est une guerre médiatique, bien entendu. Et le président Zelensky a commis une bourde énorme parce qu'il il s'est précipité à accuser la Russie et à essayer d'entraîner l'OTAN à être plus offensif par rapport à la Russie. Alors, de deux choses une, soit il n'était pas informé, il a commis une faute, soit il était informé de l'origine du missile, et c'était encore une faute encore plus lourde. Bon, on verra quelle sera la suite. Mais, alors, effectivement, dans ce conflit, ce qui inquiète tout le monde, c'est l'escalade. Alors, il y a deux scénarios. Soit le conflit s'enlise, mais visiblement les alliés européens et américains de l'Ukraine tablent sur cela pour ensuite obtenir probablement des négociations dans de bonnes conditions. Côté russe, il y a aussi une tendance pour la saison qui s'amorce, hein, qui va vers l'hiver, à consolider leur position et à être dans un conflit de basse intensité pour cette période. Et on sait, il y a des informations précises là-dessus, qu'il y a de part et d'autre des volontés de négocier. Donc on peut espérer que les choses vont aller dans ce sens. Bon, même si les points de vue sont très très éloignés, parce que l'Ukraine réclame la Crimée et pratiquement la totalité des territoires qui ont été occupés. Bon, on voit mal comment la Russie pourrait s'en défaire, sauf à reconnaître une défaite complète. Et donc, parce que ce qui est en jeu, il faut bien comprendre pour la Russie, c'est son statut de puissance, hein, aujourd'hui, qui est écorné. Il y a des doutes très très forts, y compris d'experts qui proclamaient encore récemment que c'était la deuxième armée du monde. Aujourd'hui, il y a des doutes sérieux quant à son statut. Donc voilà. Alors,
extension, si les négociations échouent et que le conflit continue, ben on a bien vu, effectivement, il peut y avoir des incidents comme ça, puis des incidents qui ne seront pas maîtrisés, puis des choses qu'on a déjà vues, des pipelines sabotés, des choses comme ça, qui sont sorties largement du contexte territorial strictement ukrainien. Donc, alors, nous, évidemment, si on regarde le Maghreb, j'en avais déjà parlé, parce que la question qui est posée derrière l'action d'Ukraine à travers ce conflit, c'est la question de la sécurité de l'Europe. Et la sécurité de l'Europe, elle se jauge sur deux grandes frontières, qui est la frontière Est, où il se déroule un conflit, et puis le flanc Sud. Il ne vous a pas échappé que la grande question, par exemple pour l'Europe, pour sa sécurité sur le flanc Sud, elle se joue en grande partie au Sahel. Et au Sahel, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une dissolution du dispositif Barkhane, qui contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un dispositif uniquement français, il est sous leadership français, mais il est européen. Il y avait des contingents allemands, des contingents danois, espagnols, italiens, etc., qui ont participé. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'effectivement, on le sait, sur le temps long, la question des flux migratoires de l'Afrique, etc., c'est considéré comme une question absolument essentiel pour la sécurité de l'Europe. Et donc, si toute cette zone échappe à tout contrôle, comme ce qui s'est passé en Libye, c'est considéré comme vraiment dramatique. Or, on sait très bien que dans la fin du dispositif Barkhane, l'une des choses qui a joué, c'est l'intervention russe, très clairement, à travers les milices Wagner, un peu partout dans le Sahel. Donc on peut se poser la question d'abord, qu'est-ce que font les Russes dans cette zone? La Russie n'est pas une puissance industrielle comme la Chine, qui a besoin de débouchés et de ressources. Là, au contraire, c'est un producteur de ressources. Donc que fait-elle dans cette zone? C'est la question qui est posée en Europe. Et donc si ce conflit ne s'arrête pas et qu'il va en escalade, il est évident que des zones dans lesquelles opère la Russie seront problématiques pour les Européens. Et c'est là qu'effectivement, par ricochet, nous pourrions être concernés. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Il y a des articles qui paraissent là-dessus, qui l'évoquent. Bon, l'Algérie, visiblement, calme le jeu. Elle fait partie des pays qui, comme la Chine, appellent aujourd'hui à une solution pacifique. Et donc, la Chine, pacifique, c'est un peu trop tard. Oui, mais enfin bon, la Chine a je dirais, c'est démarqué très clairement par rapport à la Russie sur ce conflit. C'est un point très important. Hein. Ils ont rappelé que le point essentiel, c'est le respect de l'intégrité et de la souveraineté territoriale des États, ce qui veut dire, d'une manière indirecte, condamnation de cette agression, puisque la Chine, comme l'Algérie d'ailleurs, reconnaissait l'Ukraine dans son territoire officiellement. Voilà. Donc le risque d'un dérapage et d'une escalade n'est pas écarté, mais aujourd'hui, on peut dire que la tendance lourde, c'est plutôt d'aller vers la négociation. Et on peut espérer que ça aboutira. Très bien, on va faire un dernier tour de table. Un dernier mot, Mustapha Benjamin, je sais que vous êtes interdit de sortie du territoire. Nous sommes 2 dans ce plateau. Non, 3. Maître, ça va, 4, 5. Peut-être on est 5. Exactement. Il faut déjà commencer parce que il y a beaucoup de militants qui m'ont contacté pour savoir comment ils doivent faire pour savoir. Pour savoir, il y a une seule possibilité, il faut tenter de voyager. C'est là qu'on peut savoir si on est interdit de voyager ou pas. Et donc, vous avez essayé à 3 reprises et ça a été... Non, j'ai essayé à 5 reprises, j'ai réessayé avant-hier. Donc, encore une fois, c'était non. J'ai essayé à partir d'un autre poste frontalier qui est celui... Alors que vous n'avez aucune décision de justice d'interdiction. Oui, alors que je n'ai aucune décision de justice d'interdiction. Et j'ai reconfirmé à plein de reprises avec la justice, mais on me dit au niveau des postes frontaliers que c'est une décision administrative venue d'en haut. Donc, ce qui est complètement illégal, vu que l'article 49 de la Constitution algérienne prévoit qu'une ISTN ne peut être prononcée que par l'autorité judiciaire. Donc, voilà, donc... mais pour ça, il ne faut pas... Parce que je vois aussi beaucoup de militants qui me disent oui, je suis dans le même cas, ça va passer, mais si à chaque fois que nos droits sont bafoués, qu'on se tait et qu'on attend que ça passe, c'est d'une certaine manière les encourager à continuer dans ce sens.
Si on ne fait rien pour que cela change, si, ok, on peut faire des procédures. On n'est pas sûr que ça puisse réussir. Ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est déjà un début. C'est déjà un bon début. Donc, déposer des plaintes déjà contre X ou contre l'officier qui nous interdit de voyager alors qu'on n'a pas de d'ISTN d'un côté. Déposer plainte au niveau du tribunal administratif contre la DGSN qui est qui est le premier décideur de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait sous sa tutelle. Donc, faut que ça bouge, faut qu'on bouge, faut qu'on s'organise, faut qu'au moins que les personnes qui sont dans la même situation tentent de faire, par exemple, une action collective devant la justice algérienne. Donc, il y a des choses à faire, mais si on ne bouge pas, ce n'est même plus de la répression, c'est que on accepte. La comptabilité, pour la compléter, juste un mot sur cela, hein, c'est les deux derniers présentateurs du Café Presse Politique ne peuvent pas sortir. Enfin, il y avait Tonka, et ton prédécesseur, l'illustre Khaled Darani, directeur régional, de Reporters sans frontières, qui n'a jamais pu rejoindre son poste à Tunis, qui s'est présenté une fois et qui a été refoulé, qui attend toujours de régler son problème. Il y a, à mon avis, ça ne se compte plus par centaines, ça se compte par milliers les Algériens qui ne peuvent plus sortir du territoire national. Il y a toutes sortes d'Algériens, il y a y compris des chefs d'entreprise qu'on a bloqués parce qu'on considère que on a comment on dit, des recherches, des investissements, donc on peut en rester sous le coup d'une enquête qui est ouverte comme ça, qui en réalité n'existe pas, et on ne peut pas sortir. C'est un immense scandale qui rend compte de la fragilité et effectivement de la phobie de l'ouverture de ce régime. Je voudrais juste rajouter un point sur l'article 87 bis. J'ai pas eu la chance de m'exprimer sur le sujet, mais j'aimerais bien rajouter le point. Je blague, je suis pas présentateur. Allez-y. C'est juste qu'on a l'impression, voilà, genre régionalisme. Je voudrais juste dire que on a l'impression que le pouvoir tente de tourner la page du 87 bis comme il l'avait fait avant avec l'histoire des drapeaux berbères. C'est-à-dire libérer tout le monde sans pour autant avouer qu'il avait tort, puisqu'on les libère après avoir purgé une condamnation. Si vous permettez-moi, je voudrais dire que le salut de ce pays, c'est d'abord de libérer la justice. Parce qu'on ne peut plus supporter de vivre dans un pays comme l'Algérie, qui est le nôtre, et de constater que le pouvoir judiciaire, qui est le pouvoir suprême, soit aux ordres d'un pouvoir exécutif. Bon, je ne parle même pas du pouvoir législatif parce que, à mon sens, il n'existe pas, il n'exerce pas cette prérogative. Parce qu'il est là, c'est كما كانوا يقولوا استكمال بناء المؤسسات. Donc ils ont placé une APN que pour dire qu'elle existe. Mais que le pouvoir judiciaire et que les juges eux-mêmes vous disent, moi à mon niveau il n'y a aucun dossier. Pourquoi vous êtes interdit? Moi je n'ai rien fait. Moi je n'ai pas de poursuite. Vous concernant, je n'ai aucun dossier. Donc il y a un abus, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis vous avez la même réponse. Ah, c'est pas nous, ça vient d'en haut. C'est qui en haut? Voilà. Donc, quand on en avait parlé avec les avocats, avec les confrères, notamment Maître Zahi, Maître Hemboul, Maître Bouchachi, on en a parlé, on a dit il faudra que les citoyens décident. Parce que nous, en tant qu'avocats, on ne peut pas entamer une procédure si on n'a pas l'autorisation de le faire. Ça, c'est clair. On n'est que des mandants. Donc on ne peut pas. C'est tout comme 87 bis. Les premières arrestations, nous avons été les voir pour leur dire il faut nous autoriser à déposer une requête en inconstitutionnalité de cet article. Cet article est un danger pour la stabilité du pays et il est anticonstitutionnel parce qu'il réprime la pensée politique et l'action politique. Au début, ils avaient dit oui. Au début, beaucoup de détenus ont accepté. Mais on leur a fait croire qu'en entamant cette procédure, ils allaient rester très longtemps en prison. Et ça leur a coûté 14 à 18 mois de détention préventive, alors que l'action aurait pris moins d'une année.
on aurait pu bouleverser les choses en allant devant le tribunal de la Cour constitutionnelle et dire que cet article est contraire à votre constitution. Donc, quand on n'a pas l'adhésion, l'acceptation, et ce qui est encore plus dangereux, c'est de laisser des détenus pendant 14 mois jusqu'à 2 ans en prison et de se contenter de leur libération. Et on oublie les traumatismes, on oublie ce que ça a donné. L'indemnisation. Je ne parle même pas d'indemnisation. Je parle du malheur qu'ont subi les familles. Je parle du traumatisme, des bouleversements. Je parle de tout ce qui arrive aux proches, aux familles, au coût de cette détention qui se termine généralement, et tant mieux, par un acquittement, un acquittement ou une relaxe, parce que tout simplement, il n'y a rien à condamner. Il n'y a rien à condamner. Moi, je me souviens, pendant les poursuites pour le drapeau à Mazir, quand on se mettait devant le juge à Sidi Mohamed pour leur dire, mais donnez-nous des faits, donnez-nous les faits pour lesquels nous sommes là. Et elle vous dit, vous avez des PV, vous avez l'impression d'être plus qu'un terroriste dans votre pays, alors que vous n'avez absolument rien fait. Alors, il y a ce sentiment d'injustice. Il y a cette phrase qu'avait dite Mouloudj à sa sortie pendant son procès, quand il avait dit « Ce n'est pas la détention qui m'a fait mal, autant que les chefs d'inculpation. Ouais. Me considérer comme un terroriste, moi, fils d'eux et moi, citoyen algérien, journaliste, aimant et amoureux de son pays, me voir et me retrouver devant la barre pour répondre de faits de terrorisme, ça c'est lourd, et je crois que on doit arrêter, parce qu'il y a une conjoncture internationale qui doit les faire admettre que ce mode de fonctionnement est un danger pour le pays. Parce que moi, ça m'a fait mal quand j'ai entendu toutes les recommandations, toutes les critiques, toutes les flèches qui ont été envoyées. Parce que c'est l'État algérien, c'est mon pays. Moi, au-delà des personnes, je m'en fous de celui qui est parti là-bas, je m'en fous de ce qu'il a raconté. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que c'est l'Algérie qui a été inscrite, qui a subi un contrôle périodique sur la question des droits de l'homme, et on ne peut pas bâtir un pays sans les droits de l'homme, on ne peut pas entreprendre des programmes de développement, on ne peut pas entreprendre un problème de sortie de crise économique sans respecter les libertés. Un monsieur comme Nabil Mellah, qui est une sommité, qui est un modèle de réussite, qu'est-ce qu'il fait en prison? Qu'est-ce qu'il fait en prison? Donc, il n'est pas le seul. Alors, arrêtons. Le slogan qui a été porté par des milliers d'Algériens, Istiqlal, libérer l'Algérie, libérer la justice, ça a son pesant d'or, parce que quand la justice est libre, indépendante, ce genre d'agissements vont cesser. Et les juges eux-mêmes vous disent que on n'arrive plus, on ne comprend plus, on ne comprend plus. Je voulais finir sur ça, mais je voulais rendre hommage, si vous me le permettez, aux familles des détenus, aux avocats du collectif qui continuent à sillonner, à être partout, et malgré toutes les difficultés, la répression, les difficultés, les intimidations que reçoivent les avocats, ils continuent à croire en cette cause parce que c'est une cause, ce n'est pas financier, c'est croire à la justesse d'une cause qui est de défendre son pays, d'aimer son pays, et ce n'est pas un déni, on ne se retrouve pas en prison parce qu'on est nationaliste ou parce qu'on aime le pays et qu'on souhaite un changement pacifique. Un grand hommage donc aux avocats qui ont été avec les détenus d'opinion depuis déjà presque 3 ans. Un prompt rétablissement à l'un d'entre eux, à Bolayou, qui a eu un accident de santé au retour d'un procès. Merci à eux, en espérant la libération des centaines de détenus et en espérant une amélioration de l'image de l'Algérie à l'international. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bien sûr.